Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une autre scène de torture et acte de barbarie révélée au grand jour. Un homme impliqué dans une altercation a été arrêté, placé en garde à vue, molesté et brutalisé dans une brigade de gendarmerie selon sa famille et ses proches. Victime de maltraitance physique, il a succombé à de graves blessures. Il est mort ce mardi, quelques heures après avoir été libéré. La scène se déroule au lieu-dit PK14 à Douala. Que s'est-il réellement passé entre le jour de son arrestation et sa garde à vue dans cette brigade de gendarmerie? Élément de réponse à suivre au cœur de ce journal. Qui va organiser les compétitions de football au Cameroun? Deux comités se disputent la compétence de pouvoir lancer les championnats de football au Cameroun. D'un côté, un comité intérimaire désigné par la FIFA après la suspension décidée par le TAS. De l'autre côté, en face, c'est un comité provisoire de gestion mis en place par l'Assemblée générale de 2009. Vous suivrez dans ce journal comment la guerre des tranchées est ouverte au sein de la Fédération camerounaise de football. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après l'annonce de l'arrestation de 8 éléments des forces de défense et de sécurité impliqués dans la torture d'un civil sur le théâtre de la crise anglophone, des zones d'ombre demeurent dans cette affaire. Equinox vous révèle en exclusivité le film intégral de l'arrestation de cet homme et son audition dans un commissariat de police du côté de Ndou, dans le Ndongamantoum, région du Nord-Ouest. Arrestation et audition survenue bien avant ces scènes de torture. Le récit des faits avec Mathilda Kemazou et Jean-Paul Chouniat. Sur cette image, filmée à partir d'un téléphone portable, un commissaire de police et deux éléments, interrogeant Jean-Faï Mbongon, cet habitant de Ndou, soupçonné d'appartenir aux séparatistes Amba Boys, qui kidnappent, assassinent et décapitent les hommes en tenue et civils au nord-ouest, une des deux régions anglophones en crise. Si on livre de Galway du top about, anything what they tell you, they don't hold you for waiting. Now so if they don't send you, then they know they know. On voit bien le policier le mettre en garde contre tout jeu trouble qu'il tenterait d'entretenir. No be play, that matter no be play. When you try, you go die for the matter. If not them, they send you. Look out. Pris en flagrant délit de possession de deux cartes nationales d'identité, des gris-gris et des potions, Jean-Faï Mbongon se défend, déclarant que ces produits seraient des remèdes traditionnels contre une toux qu'il traîne depuis. Celui-ci, c'est quoi? Non convaincu de ses réponses, les policiers l'auraient conduit à la brigade de gendarmerie du coin. Jean-Faï Mbongon, ignorant à quelle sauce il serait mangé et devenir la star des réseaux sociaux en cette journée du 11 février 2021. Quand tu vas sur là-bas, ça c'est en bas. Je peux la tuer. Ça c'est là, il fait froid ici en Ndou. Il y a quoi avec toi? C'est la magie. On va le côté. Sans d'autres formes de procès, l'infortuné est passé à tabac. En plus des policiers, gendarmes et militaires musclent la torture pour lui arracher des aveux de ses connexions aux sécessionnistes Amba Boys. Ah, Moula, ce sont les pieds, tape sur les pieds et il va confirmer. Malgré la vive douleur au fond de sa chair, Jean-Faï Mbongon va continuer de clamer son innocence, irritant davantage ses tortionnaires qui le frappent à coups de pied et de machette à la plante des pieds, au ventre et au dos durant une dizaine de minutes. Applique, je laisse pas la douleur descendre. Il dit ça faut ça. C'est la manœuvre. Ne lâchant le moindre aveu, jusqu'à son évanouissement à mort, Jean-Faï Mbongon sème le doute et l'incertitude dans l'esprit de ses bourreaux. Bon, regarde yo, on ne sait pas encore s'il est vraiment en bas. Tout va non. On l'aime pas ton voisin. On ne connaît pas encore s'il est vraiment en bas. Aujourd'hui, l'opinion nationale et internationale s'interroge désormais
sur les motivations des hommes en tenue à avoir torturé cet homme de la sorte, faisant filmer l'acte horrible pour la balancer sur la toile. La victime était-elle en communication avec les Zamba Boys? Autant de questions et de zones d'ombre que seule l'enquête en cours au ministère de la Défense pourra élucider. Une affaire à suivre. L'armée camerounaise a regretté ces actes intolérables et annoncé l'arrestation de 4 policiers, 2 soldats et 2 gendarmes et l'ouverture de plusieurs enquêtes administratives, judiciaires et également militaires. Mettons à présent le cap sur le septentrion, précisément dans le village Mada, dans le Mayo-Sanaga. Là-bas, les populations n'ont ni eau ni lumière, une seule école primaire avec des élèves assis à même le sol. Les infrastructures sociales de base sont quasi inexistantes. Pourtant, les populations nombreuses ont des besoins importants et insatisfaits dans cette localité. C'est le constat que font Amadou Daïrou et Julienne Berthe-Bissaye dans ce grand reportage. Nous sommes ici au village Mada, situé à 10 km de la ville. Un village de près de 12 000 habitants qui abrite une seule école primaire créée en 1993, mais qui fonctionne avec un bloc de 2 salles de classe. Au milieu des cases du village Mada, la principale attraction, c'est son école primaire. Une hutte au milieu d'un terrain vague. Dans cette salle de fortune, les élèves de la CIL, cours préparatoire 2 et cours élémentaire 1, suivent les cours. Les conditions se passent de tout commentaire. Et au-dessus de leur tête, des tiges de maïs et de mil pour les protéger des intempéries, comme en ce moment où c'est tout petit étouffe de chaleur. Mois de septembre, octobre, début novembre, quand il pleuvait, il y avait les gouttelettes d'eau qui descendaient à travers ces tiges-là. Et ça mouillait souvent les cahiers des enfants. On était obligé de repartir à la véranda là-bas. On attend pour que ça se sèche un peu. On vient ramasser les sables, on met dans la salle parce que c'était la boue. À la sortie des cours en semaine ou le week-end, cette salle de classe est méconnaissable après le passage des délinquants. Nous venons trouver la salle où les enfants du quartier viennent faire leurs besoins. Et souvent, on est obligé chaque matin de nettoyer la salle de classe. Et souvent, nous écrivons la lecture au tableau. Tout entière, on vient trouver la lecture et effacée. Faute de fenêtres et comme vous le constatez, pas de porte, pas de fenêtres. Bâtie sur 3 salles de classe au départ, l'école publique de Mada ne compte plus qu'une seule. Les 2 autres n'ayant pas résisté à l'usure du temps. Je suis venu lorsque le bâtiment avait 5 ans. Bon, j'ai vu que ça ne tenait pas. En tant que l'homme de terrain, je ne pouvais pas supporter d'être dans cet état. Donc j'ai demandé à la population de rembler. Elle a résisté. Je suis allé voir le Lawan, le Djaouro et tout ça. Bon, la salle quand même a été remblée. Les élèves aussi, le concours des élèves. Alors, passé ce temps, la saison pluvieuse qui suit, le vent balaye tout. 27 années sont passées. Les élèves de l'école publique de Mada respirent désormais un air de confort dans un bâtiment moderne de 2 salles de classe, équipé en table-banc, dont d'une âme de bonne volonté, touchée par la souffrance de la petite communauté de Mada. C'est une grande joie. Vraiment, c'est un ouf de soulagement que je ne peux pas même exprimer ici. Je sais qu'avec mes enfants, nous allons beaucoup travailler. On va rattraper le temps un peu perdu. Au-delà du déficit d'infrastructures scolaires, le village Mada manque tous les services sociaux de base. Centre de santé, adduction en eau potable, électricité, route. Bref, un village bien enclavé. Il nous faudrait vraiment un centre de santé qui dit vraiment dignement son nom. Parce que, imaginez, avec 12 000 habitants, on va soit à 5 km ou à 6 km pour se soigner. Souvent même les malades tombent même en route parce que vu les moyens de déplacement, vu également l'accès des routes, c'est déjà un problème. C'est beaucoup de problèmes même. De jour comme de nuit, les populations de Mada rêvent voir leur village transformé en une belle cité où il fait bon vivre.
Restons dans le Grand Nord pour évoquer cette affaire qui s'apparente à une gabegie financière à l'université de Ngaoundéré. Dans les caisses de cette institution, près de 700 millions de francs CFA dépensés sans véritable justificatif. Révélation faite lors d'une réunion du conseil d'administration de l'institution universitaire. Un délai a été accordé à l'administration afin de voir plus clair dans cette affaire. D'autres précisions avec Jean-Blaise Noupayé et Jean-Paul Chognat. À l'université de Ngaoundéré, la gabegie financière s'est érigée en mode de gestion depuis plusieurs années. L'opacité et les irrégularités dans les procédures comptables se dénombrent en quantité dans l'exécution des dépenses publiques de cette institution, financée à 95% sur le budget de l'État. L'interdiction des quittances manuelles. L'année passée, on a été confronté à des quittances manuelles. Que moi, je sais qu'il n'y a plus de quittances manuelles. Chaque fois que les quittances reviennent d'un service d'enregistrement, ils viennent d'abord chez le contrôleur sur Bordeaux. Nous ne voulons plus voir les prestataires porter les quittances en bas pour éviter le faux. Le bilan des mauvaises pratiques et toutes les indélicatesses de gouvernance que dresse le contrôleur financier se passe de tout commentaire pour avoir fait perdre des centaines de millions de francs CFA au détriment de la bonne marche de l'université de Ngaoundéré. Le compte d'emploi 2020 s'élève à 700 millions et personne n'a justifié. On a généralisé l'attestation d'immatriculation parce que ces simples papiers, les gens peuvent les éditer à dents et porter n'importe quel numéro. On a constaté qu'en mettant le numéro de quelqu'un dans le site de la direction, ça donne un autre nom. Donc nous allons veiller, ça va même être plus difficile. Illustration de cette malgouvernance universitaire. En 2018, l'institution a été incapable de respecter ses engagements du 4e trimestre, traînant ainsi des dettes ça et là. Le ministre des Finances, Lupaul Moutazé, a même refusé de combler un déficit à forte odeur de détournement de fonds publics à grande échelle. Est-ce qu'on va un peu serrer le coude pour chercher à régler les problèmes de 2018? Alors, le ministre des Finances ne veut pas nous donner l'argent, il nous dit de nous-mêmes faire comme on peut faire. Dans sa correspondance du 17 septembre 2020, il a demandé qu'on tienne compte de ça dans le budget de 2021. Donc ça veut dire que dans ce budget de 2021, on va résoudre toutes les problématiques des impayés de 4e tranche de 2018. Plus grave encore, dénonce le contrôleur financier. L'université de Ngaoundéré a dû payer cash une pénalité de 100 millions de francs CFA pour avoir prélevé des taxes sur des opérations sans les reverser au service régional des impôts. Interrogé sur cette malgouvernance institutionnalisée, le recteur de l'université de Ngaoundéré dit sa part. Qui est en train de faire ce genre d'exercice, c'est la même chose qu'on va faire. Et sinon, de manière globale, pour que les ordonnateurs délégués maîtrisent exactement ce qu'ils doivent faire pour une bonne gestion au sein de l'université. Les dirigeants de cette université vont donc devoir se débrouiller à trouver l'argent quelque part pour combler un déficit cumulé, évalué à plus du milliard de francs CFA. Aujourd'hui, dos au mur, l'université de Ngaoundéré manque de moyens financiers conséquents pour payer le personnel enseignant et non enseignant et surtout achever la construction des infrastructures à l'abandon depuis des années. Au conseil d'administration de l'institution, le contrôleur financier siffle la fin de la récréation, demandant aux ordonnateurs de dépenses de serrer la ceinture. Ces agents feront désormais le gendarme. Le moindre franc CFA ne sortira plus des caisses sans être justifié. On va examiner vos dépenses de temps en temps pour voir s'il y a des rapports. Évitons les déblocages. Si vous avez déjà une dépense supérieure à 500 000, passez par un enregistrement marché en bonne et due forme. Le budget de 9 milliards 300 millions de francs CFA pour l'exercice 2021 ne suffira donc pas pour satisfaire tous les besoins sans cesse croissants d'une université qui compte en son sein une dizaine de grandes écoles de formation. Telle que menée au Cameroun, la politique fiscale est la cible de critiques virulentes venant des acteurs économiques, des chefs d'entreprise, sont exaspérés devant une forte
pression fiscale dans un contexte de marasme économique, une stratégie gouvernementale jugée asphyxiante pour un secteur privé n'ayant perçu aucun soutien dans ce contexte de crise sanitaire. Ces préoccupations ont été présentées au directeur général des impôts, Mopa Modeste Fatouine. C'était lors d'une rencontre qui s'est tenue au siège du JICAM à Douala. D'autres détails avec Cédric Chouna et Donald Brice Kamgan. Alors, si nous déclarons de façon claire... Expliquer, écouter. C'était le maître mot de la rencontre entre Modeste Mopa Fatouine et les patrons des grandes entreprises. Pour les explications, elles ont porté sur les réformes fiscales de l'État et les innovations de la loi de finances 2021. Au rang de celle-ci, les exonérations dont bénéficient certains secteurs d'activité en guise de soutien à l'économie et que certaines entreprises locales disent ne pas en bénéficier. Nous produisons la seule unité au Cameroun qui produit des serviettes hygiéniques, le coton hydrophile, le coton cardé pour les hôpitaux. Si à nos intrants, on y applique les droits d'assises, vous comprenez simplement que nos coûts de production vont gonfler. On ne sera plus compétitif sur le marché. Le directeur général des impôts a indiqué que cette doléance, qu'il trouve pertinente, fera l'objet de son attention. Autre préoccupation, les pénalités fiscales que subissent les entreprises du fait des erreurs ou des lenteurs dans la délivrance des certificats de non-imposition. Réponse de Modeste Mopa Fatouine. Il n'est plus question qu'une entreprise paye pour des manquements de l'administration fiscale, l'objectif étant de créer la confiance entre les parties. De dialogues doivent exister pour que de temps en temps nous regardions ensemble le curseur. Est-ce qu'il est placé au bon endroit? Est-ce qu'il n'est pas trop en haut? Est-ce qu'il n'est pas trop en bas? Et de manière constructive, je pense que nous pouvons arriver déjà à nous entendre et à regarder dans la même direction. Depuis près de 3 ans, l'État est engagé dans l'élargissement constant de son assiette fiscale, avec pour objectif, explique-t-il, de financer diverses activités. Mais les grandes entreprises se disent quelque peu étouffées par la pression fiscale. Veiller à ce que cette volonté d'élargissement, pour bien entendu soutenir l'économie nationale, ne tue pas nos industries et nos activités respectives. Il faut un juste équilibre dans toute réforme et c'est un peu le sens de cette rencontre d'aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que nous en attendons. Parce que la peur de grandir, c'est que plus tu grandis, tu deviens une cible. Tu dois payer plus d'impôts. Donc du coup, personne ne veut pas grandir. Tout le monde veut rester petit. Le juste impôt, c'est aussi l'objectif de la Direction générale des impôts, a expliqué Modeste Mopa Fatouine. Pour le patron du recouvrement des ressources financières de l'État, les rencontres comme celle de Douala participent de sa volonté de restaurer la confiance par la création d'un cadre de dialogue permanent dans l'intérêt des entreprises, de l'État et de l'économie. Au final, face aux recriminations du secteur privé, le directeur général des impôts a souligné que l'État a suspendu les contrôles fiscaux en 2020 en réponse aux effets dévastateurs de la crise sanitaire. Modeste Mopa Fatouine annonce la mise en œuvre des réformes visant à faciliter le paiement des impôts. Je vous suggère d'écouter le directeur général des impôts durant sa séance de travail avec des acteurs économiques. Je crois qu'on l'a rappelé à plusieurs reprises, le contexte économique de l'année 2020, marqué par une crise sanitaire sans précédent et qui faisait donc peser des risques très importants sur la mobilisation des recettes fiscales. Ces risques étaient d'autant plus importants que, au-delà de l'inquiétude que nous nourrissions sur la tenue de l'activité économique, il y a eu des mesures que les autorités ont décidées pour accompagner ces mêmes entreprises pour faire face à cette crise. Vous le savez très bien, en 2020, il n'y a pas eu de contrôle fiscal, il y a eu gel de l'ensemble de l'activité de contrôle fiscal, ainsi que des mesures de recouvrement forcé. Donc l'administration n'a travaillé que sur un seul levier en 2020, le levier que nous appelons chez nous, en jargon professionnel, la gestion. En réalité, c'est quoi la gestion? C'est le levier que vous, contribuables, vous avez en main, c'est-à-dire les versements spontanés, ce que vous décidez vous-même d'aller déclarer en votre âme et conscience. 4 mois après l'engagement des bailleurs de fonds à financer
les projets intégrateurs de la CEMAC. La faisabilité technique de ces projets est encore attendue. Le constat a été fait lors de la deuxième réunion du comité de suivi du financement et de la mise en œuvre de ces projets intégrateurs au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Les experts ont exhorté les différents pays où doivent être réalisés ces différents projets à mettre le pied à l'étrier afin de donner aux différents bailleurs toutes les conditions et les contours de faisabilité des projets intégrateurs. D'autres détails avec Innocent Abega et Eric Fopossi. 3 mois après la table ronde sur le financement des projets intégrateurs de la CEMAC tenue les 16 et 17 novembre 2020 à Paris en France, la question de la mobilisation des ressources et de la mise en œuvre effective de ces projets reste préoccupante. Une réunion à cet effet vient de se tenir à Douala. Identifier clairement les projets pour lesquels les financements ont été mobilisés, évaluer les conditionnalités des financements annoncés, désigner les chefs de file par projet au niveau des institutions et des banques de développement, mettre en place un calendrier de réunions avec les États membres concernés en vue du lancement des projets, ainsi qu'un tableau de bord de suivi des projets et de leur financement, et enfin préparer des courriers de relance, de réponses vers les différents partenaires qui avaient fait des demandes d'informations complémentaires sur les projets présentés à Paris. Les États membres de la CEMAC sont invités à accélérer et à approfondir les réformes entreprises, notamment en matière de gestion des finances publiques et de la dette, ainsi que l'intégration des marchés financiers au niveau régional. Condition indispensable pour la finalisation du financement par les bailleurs de fonds des 11 projets choisis pour accélérer l'intégration sous-régionale. On n'a pas choisi les projets en fonction de la nationalité. On a choisi des projets qui étaient mûrs, qui étaient arrivés à maturité et qui pouvaient être mis en œuvre dans des conditions acceptables, aussi bien au regard de la viabilité de nos finances que sur le plan international. Et nous avons choisi des projets susceptibles d'accélérer l'intégration. Pour chacun des projets routiers, des barrages hydroélectriques ou d'interconnexion du Cameroun avec les autres pays de la CEMAC par la fibre optique, des recommandations sont émises par le comité technique de suivi de la mobilisation des ressources et de la mise en œuvre des projets intégrateurs de la CEMAC. Ce qui est important maintenant, ce ne sont plus les annonces, c'est comment mettre en œuvre ces annonces. Quel est l'état réel du projet sur le terrain? Il faut que certaines de nos institutions, la BAD, la Banque mondiale, la BDAC, descendent sur le terrain pour évaluer les projets. Il faut que les caractéristiques soient ressorties. Il faut qu'on connaisse les composantes. Qu'est-ce qu'on veut financer comme composantes? Il faut qu'on sache avec les États membres quel est le programme. Parce que, après tout, il faudra négocier des accords et les conventions de financement. Et on doit négocier en tenant compte aussi de notre capacité réelle d'endettement. Alors que les États membres de la CEMAC s'engagent avec le FMI dans des accords de seconde génération, le comité technique leur suggère de tenir compte des négociations en cours avec la Banque mondiale, la BAD, la BDAC et les autres bailleurs impliqués dans le financement des 11 projets intégrateurs de la CEMAC. C'est l'histoire d'un agent de sécurité en faction dans une microfinance qui vient de succomber à de graves blessures et une maltraitance physique. Selon sa famille, ces sévices corporels sont les conséquences d'actes de torture infligés à leur frère durant sa garde à vue dans une brigade de gendarmerie située au lieu dit PK14 à Douala. Tout est parti d'une altercation entre l'agent de sécurité en question et une dame. L'intervention musclée des hommes en tenue a transformé le quotidien de cet homme en un véritable cauchemar. C'est une enquête signée Steve Eboulet, Eric Watat et Kediara. Autre cas de violence policière qui déboule sur une perte en vie humaine. La victime, Kelbert Daniel César, 35 ans, agent de sécurité dans une microfinance située en plein cœur du marché de PK14, a été admis ce matin à la morgue de l'hôpital Akantini de Douala. Pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut remonter au 11 février dernier. César est ce qu'il convient d'appeler un bienheureux qui aime distiller de la bonne humeur autour de lui. Ce jour-là, il va essayer de faire une blague à une dame régulière dans ce box réservé aux coiffures. Mais pour une fois, sa blague
est jugé de mauvais goût. Il a trouvé la dame, il a seulement touché la dame à l'épaule. Elle a dit non, ne me touche pas. Il blaguait le jour-là. Il dit que si tu te touches, tu vas me faire quoi? En blaguant simplement. Elle dit non, ne me touche pas, ne me touche plus. Bon, lui, se disait que peut-être que ce sont les blagues qu'il fait souvent avec les gens ici là. Nous sommes habitués à ces blagues. C'est ainsi que les choses dégénèrent et une bagarre s'ensuit. La dame se lève, elle ramasse la bouteille qu'elle avait à main, la bouteille d'eau à boire qu'elle avait à main. Elle veut taper le gardien avec. Il prend maintenant la bouteille là, il botte ça, la bouteille va tomber là-bas devant. Après elle s'est levée, c'est elle la première à se lever. Elle porte au tabouret, elle dose le gardien. Là, le gardien prend le tabouret, il arrête maintenant ça avec ses mains. Vexée de l'attitude de César, la dame va se rendre à la brigade de gendarmerie de Lok-Bessou, située de l'autre côté de la route, et revient quelques minutes plus tard, accompagnée de gendarmes. Quand le gendarme vient, il se présente. Je suis marchand de logis-chef Youssoufa. Peut-on vous identifier? Le gars a dit qu'il ne peut pas partir. Il est en service parce que c'est lui le vigile de la microfinance. Après, il enlève la carte d'identité, il donne à ce gendarme. On a envoyé 2 éléments qui n'étaient pas en tenue. C'est ces 2 éléments qui propulsent le monsieur en route à l'amener à la brigade. Kelbert Daniel est malgré tout interpellé et détenu. Entre 30 minutes après, la dame revient dit que je l'ai enfermé. Je l'ai enfermé. Il est là-bas gardé, il va voir qui est fui. Il l'a enfermé. Alors même la dite somme qu'elle devait payer pour les tresses là, elle n'a pas voulu les payer. Donc c'est elle qui me paye. C'est plutôt le gendarme qui m'a payé la honte de revenir à ma femme. Sa compagne et sa sœur, qui se chargent de lui ramener des produits de première nécessité, déclarent avoir trouvé un homme amoindri, fatigué par les coups et les actes de violence subis au cours de sa détention. Le 13 février, soit 2 jours seulement après son interpellation, sa sœur lui ramène à manger dans sa cellule et face au refus des gendarmes, elle avoue avoir forcé le passage. Dans la colère, je suis entrée forcément dans la gendarmerie. Ce sont les prisonniers qui étaient en cellule qui me disent là où on a enfermé mon frère. J'ouvre là-bas, je regarde, je vois le lit vide. Quand je regarde derrière la porte, je vois mon frère couché en train de convulser, il est en train de rejeter la salive, les yeux sont en train de partir. Mon frère, la langue partait, il avait déjà croqué la langue. Sous le choc, elle pousse un cri de détresse. J'appelle les gendarmes, mon frère est en train de partir, vous êtes là assis. Les gendarmes ne viennent pas. J'appelle les gendarmes, mon frère est en train de partir, les gendarmes se lèvent. Quand ils viennent guetter, ils constatent que mon frère est couché au sol. Ils constatent que c'est là que l'un d'entre eux demande qu'on peut lui faire sortir en salle pour qu'il puisse le taper. C'est quand ils constatent que mon frère est en train de vomir déjà le sang qu'ils ont pris au sérieux. Ils ont délégué l'un de leurs collègues qui part chercher le taxi pour l'amener à la cantine. Finalement, c'est à l'hôpital de district de la cité des Palmiers qu'il sera transporté. Face à sa situation qui se dégrade, un transfert est effectué ce lundi vers l'hôpital La Cantini de Douala où la victime semble aller mieux. Mais ce mardi matin, c'est un coup de fil de son médecin traitant qui va mettre un terme à l'espoir de la famille. Après un malaise, Kelbert Daniel César est passé de vie à trépas. Une mort que la famille attribue aux actes de maltraitance et de non-assistance à personne en danger, ce d'autant plus que les témoins oculaires de son arrestation affirment. À la brigade, je ne sais plus comment la fête a continué. Mais ce que je me rappelle, c'est que le soir, il y a un indique au nom de Ndjambe qui est venu ici devant ma boutique danser. Il a bien fouetté ce monsieur avec de la machette jusqu'à fendre son dos et qui va lui montrer. Le lendemain, son collègue Eyen, qui est aussi un indique, vient, il me dit que quand il y a un problème comme ça, il ne faut pas que je le mêle parce que cette affaire peut m'amener loin. Je lui ai dit, monsieur, vous n'êtes qu'un indique. Vous n'êtes qu'un indique, vous ne m'intimidez pas. Il a dit, il a reçu un coup de fil. Il me dit, voilà donc que je pars déférer. Je lui demande, vous partez au déféré, vous êtes gendarme. Si le commandant de la brigade de gendarmerie de Lok-Bessou affirme ne rien savoir des actes de violence qui auraient été portés sur ce jeune citoyen au sein de son unité, les photos prises par la famille du défunt
au fond de sa cellule et dans le taxi, ainsi que le rapport médical, laissent penser à un cas de violence qui aurait été exercé par des forces de maintien de l'ordre sur ce citoyen qu'ils avaient pourtant le devoir de protéger. Et aux dernières nouvelles sur l'affaire de torture survenue en Ndou, la victime, se portant bien, est sortie de l'hôpital et l'on apprend qu'elle a été à nouveau interpellée par la gendarmerie. Les circonstances demeurent encore floues du côté de Ndou, dans le Ndongamanton, région du Nord-Ouest. Alors que le flou persiste sur la stratégie et le calendrier vaccinal contre le coronavirus au Cameroun, en Guinée équatoriale, le président de la République et ses proches collaborateurs ont donné le ton d'une campagne de vaccination en cours dans le pays. Teodoro Obiangema s'est même fait vacciner contre le Covid, appelant la population à faire de même pour se mettre à l'abri de ce virus. Des précisions avec Nadine Yambou. Sur cette vidéo, le couple présidentiel équato-guinéen recevant le vaccin contre le coronavirus. Les doses reçues par la classe dirigeante font partie de la première cargaison de 100 000 doses de vaccins chinois arrivées à l'aéroport de Malabo. La Guinée équatoriale, c'est le premier pays d'Afrique centrale approvisionné en vaccin anti-Covid élaboré par une firme chinoise. Ce don est la promesse de Pékin faite lors du sommet Chine-Afrique l'an dernier. La première dame des Guinées équatoriales appelle les populations à surmonter la peur et à se faire vacciner. J'ai pu dépasser mon inquiétude pour franchir cette étape car j'ai compris qu'il est question de préserver ma santé et je vous invite, chers peuples équato-guinéens, à prendre chacun votre vaccin. Nous devons nous faire vacciner pour préserver la santé de la population. Dans cette première phase de la campagne de vaccination, seuls les personnels de santé, les fonctionnaires travaillant aux frontières du pays et les personnes à risque qui bénéficient du vaccin. Avec plus de 6 000 cas et 87 décès, la Guinée équatoriale fait face à une résurgence de la maladie ces dernières semaines. Le couvre-feu reste en vigueur dans le pays. Le gouvernement durcit les mesures de restriction pour contenir le virus. Et au Gabon voisin, le pays d'Ali Bongo Ondimba planifie sa stratégie de vaccination contre le coronavirus. Il vise 20% de la population, soit 450 000 personnes. Aucun vaccin n'a encore été validé. Les pouvoirs publics affirment vouloir s'assurer de l'efficacité de ces vaccins avant leur entrée sur le territoire. Mais un choix est déjà porté vers un vaccin européen. Contrairement à ses deux voisins, au Cameroun, c'est le mystère total autour de l'équation du vaccin. Aucune information officielle ne filtre. Le corps médical dénonce le flou qui entoure la question dans le pays. Des virologues déplorent sous cap l'absence d'une stratégie vaccinale et la gestion de la crise sanitaire, alors que de nombreuses vies sont fauchées par le virus. Au ministère de la Santé publique, c'est le silence total. Néanmoins, une première réunion préparatoire à l'introduction du vaccin contre le coronavirus s'était tenue le mois dernier à Yaoundé. C'est une question qui taraude l'esprit des Camerounais. Qui organisera les compétitions de football au Cameroun? Deux comités se disputent la vedette. D'un côté, il y a le comité intérimaire, désigné par la FIFA après la suspension du TAS. En face, c'est un comité provisoire de gestion mis en place par l'Assemblée générale de la FECAFOOT de 2009. Les deux comités ont tenu des réunions ce mardi à Yaoundé avec pour objectif d'annoncer la préparation du lancement des championnats de football au Cameroun. Des précisions dans ce reportage signé Élisée Bogba et Ike Cyril. Au siège de la Fédération camerounaise de football au quartier Tchinga à Yaoundé, des visages bien connus de présidents ou représentants de clubs sont réunis autour de Seydou Mbombo Njoya. Celui qui signe désormais comme président par intérim de la FECAFOOT lève d'abord le voile sur la portée juridique des actes qu'il s'apprête à poser. Il est important de vous rassurer que c'est en toute légalité, légitimité et sérénité que nous organisons ces championnats. Seydou Mbombo Njoya donne par la suite l'objectif de la rencontre. Notre réunion de ce jour, comme vous le savez, a pour principal objectif d'examiner les voies et moyens pour la relance de notre championnat professionnel pour la saison 2020-2021.
En ce qui concerne la FECAFOOT, toutes les dispositions sont déjà prises pour le démarrage effectif de ces compétitions. Pour la nouvelle saison, les championnats Elite 1 et Elite 2 se joueront en 2 sous-poules déjà constituées. Match d'ouverture pour l'Elite 2 le 26 février, match d'ouverture pour l'Elite 1 le 27 février 2021. Seydou Mbombo Njoya espère que l'État mettra à sa disposition les stades et moyens financiers nécessaires au lancement de la saison. La question des infrastructures et des subventions de l'État n'est plus une énigme. Nous sommes confiants que cette problématique sera résolue dans les plus brefs délais. À Tinga, l'on parle relance des compétitions. Mais dans le même temps, au siège de la Ligue de football professionnel, au quartier Fouda à Yaoundé, le CPG, Comité provisoire de gestion, mis en place par l'Assemblée générale 2009, est réuni en séance ordinaire. Après avoir examiné les points inscrits à l'ordre du jour, la première décision est prise. Les championnats Elite 1 et Elite 2 seront organisés par la Ligue de football professionnel du Cameroun. Nous avons rétabli la Ligue professionnelle conformément à la décision du tribunal arbitral de sport, décision devenue définitive, dans ses fonctions d'organe chargé de l'organisation du championnat professionnel de football du Cameroun. Le CPG met en garde les présidents de clubs qui seraient tentés de prendre part à un championnat organisé par toute autre entité que la LFPC. Nous avons attiré leur attention sur les risques qu'ils encourent en allant participer à un championnat qui est organisé par des gens n'ayant aucun mandat. Parce qu'après, le résultat du championnat peut être attaqué, ils auront perdu et l'argent et l'énergie. Suspendu par le TAS, mais maintenu en fonction par la FIFA pour gérer les affaires courantes, l'équipe conduite par Seydou Mbombo Njoya est également la cible du comité provisoire de gestion. Nous avons décidé de suspendre un certain nombre de personnels qui ont violé les statuts de la FECAFOOT et de la FIFA en portant devant les juridictions civiles une affaire de sport. Deuxième chose, nous avons retiré au comité intérimaire, qui est de l'autre côté, les pouvoirs d'organiser quelques manifestations que ce soit. Mais si le calme a régné à Tinga pendant les travaux de l'exécutif désormais intérimaire de la FECAFOOT, la tenue de la séance ordinaire du comité provisoire de gestion au quartier Fouda, par contre, n'a pas été un long fleuve tranquille. Des éléments des forces de l'ordre ayant fait irruption dans la salle ont tenté d'interrompre les travaux. C'est la brigade de Ngoussou. Je suis avec le sous-préfet. Le sous-préfet m'a requis pour l'accompagner au niveau de la Ligue de football à Fouda. Non, vous devez fonctionner avec la loi. Vous pensez que c'est l'arbitraire? Vous pouvez décider arbitrairement de faire ce que vous voulez sans vous appuyer sur la loi? On l'a envoyé pour interdire la réunion. J'ai demandé, est-ce que j'ai fait une déclaration de réunion? Je suis dans un service, je tiens une réunion avec les gens du service, qu'on me montre l'arrêté d'interdiction. Après moult tractations et des coups de fil passés ça et là, les travaux sont allés jusqu'à la fin. Le président du CPG annonce qu'il ne reculera devant aucune forme de pression. Sauf décision de la plus haute autorité, je ne céderai à aucune pression ou à aucune intimidation. Sur cette lancée donc, le CPG s'est penché sur le cas André Onana. Suspendu par l'UEFA pour dopage, le gardien de but des Lions indomptables pourrait manquer la CAN 2022. Le comité provisoire de gestion annonce la constitution d'un avocat international afin de défendre les droits du joueur auprès de l'UEFA. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Un agent de sécurité succombe à ses blessures dans une brigade de gendarmerie. C'est une scène effroyable vécue il y a quelques jours au lieu dit PK14 à Douala. Il a eu une altercation avec une dame. Celle-ci a appelé en rescousse des éléments de cette gendarmerie. L'agent en question
placé en garde à vue, en est ressorti complètement torturé, maltraité physiquement à la suite des multiples dénonciations et pressions de sa sœur qui a témoigné dans cette enquête exclusive. Et vous avez suivi comment il a succombé à ses blessures. Dans le certificat médical, il est confirmé qu'il a subi des actes de maltraitance physique, mais à la brigade de gendarmerie, on nie les faits, mais les circonstances de sa disparition restent floues. Tout le monde pointe un doigt vers les éléments qui l'ont transporté et placé en garde à vue. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Et qu'il en soit, deuxième partie. Bonne soirée à vous. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un